Bon, on va se pencher sur une question qui nous touche tous, je crois, ce sentiment constant d'être un peu submergé. Le téléphone qui n'arrête pas, la boîte mail qui déborde, les deadlines qui s'empilent, on a l'impression que tout va trop vite et que ce sont nos outils, nos obligations qui tiennent les rênes et pas nous. Alors comment on fait pour ne pas juste s'effondrer sous le poids de tout ça? Vous connaissez sûrement cette phrase: les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Eh bien aujourd'hui, elle est plus vraie que jamais. Sauf que maintenant, il ne s'agit plus seulement de nos objets. Non, ce sont nos applis, nos notifications, nos agendas qui réclament notre attention en permanence. C'est un bruit de fond qui ne s'arrête jamais, un flux qui nous attend dès qu'on ouvre les yeux. La vraie question, c'est plus juste de tenir, mais de trouver un moyen de naviguer dans ce chaos. Et ça m'amène à une métaphore que je trouve absolument parfaite, de l'inventeur Buckminster Fuller. Imaginez, vous achetez une machine, il y a un mode d'emploi. Mais pour la vie, pour ce monde dans lequel on est littéralement jeté, rien du tout. Zéro. Pas de manuel universel, pas de guide officiel. On débarque et tout est déjà en marche. On se trouve donc comme le passager d'un immense vaisseau, mais on est aussi forcé de devenir l'ingénieur de notre propre survie sans aucune formation. On ne peut pas rester là à attendre que quelqu'un nous donne les instructions, il faut les écrire soi-même. C'est pas confortable, ça demande de prendre ses responsabilités, mais au fond, c'est la seule voie possible. À l'école, on apprend des tas de choses, bien sûr, mais on oublie l'essentiel, non? C'est ça qui est intéressant ici, c'est que ça montre bien ce vide immense. On ne nous apprend pas à gérer le bazar dans notre tête, ni à trouver un sens à tout ça, ni même à faire le tri dans ce flot d'informations. Ce sont ces compétences-là, les compétences vitales, qui manquent cruellement à notre fameux manuel. Alors, si le monde n'a pas de mode d'emploi, eh bien, il ne reste qu'une seule solution. Il faut inventer le nôtre. Et attention, il ne s'agit pas de trouver la méthode miracle qui va tout régler. Non, il s'agit de construire son propre cadre, son propre petit mécanisme pour rendre le monde un peu plus gérable et pour continuer à avancer malgré tout. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Créer son système, ce n'est pas un petit luxe, c'est une question de survie. Parce que si on ne choisit pas activement la forme qu'on veut donner à nos journées, à nos priorités, alors on finit par être modélé par les systèmes des autres, les algorithmes, la pression sociale, les agendas de notre entourage. On devient en quelque sorte la marionnette des flux qui nous entourent. Mais attention, quand on dit construire son système, il ne faut pas s'imaginer se créer une nouvelle religion. C'est tout le contraire en fait. Un système personnel, c'est un guide vivant. Il est basé sur l'expérimentation, il doit rester souple, ajustable. Il n'offre pas de certitude absolue, mais plutôt une sorte de boussole pour traverser le réel. C'est une méthode pour organiser sa réponse au monde, pas pour le nier. Et ce besoin de structure, ce n'est pas du tout une invention moderne, loin de là. C'est une quête humaine qui traverse les âges. Que ce soit Benjamin Franklin qui transforme son développement personnel en une sorte de jeu, les monastères qui créent un ordre strict pour protéger le savoir dans une époque de chaos, ou les samouraïs qui suivent un code d'honneur très précis, chaque époque a vu des gens s'inventer des cadres pour donner du sens à leur vie. Mais il y a un piège, un énorme piège. Un système qu'on a conçu pour nous libérer peut très, très facilement devenir une nouvelle prison. C'est le grand paradoxe. À force de vouloir tout organiser, tout optimiser, on peut finir par s'enfermer soi-même. Nietzsche, il l'avait bien vu venir, avec ce qu'il appelait le dernier homme. C'est cette personne qui abandonne toute prise de risque pour s'installer dans un petit confort bien tiède et permanent. Un système trop rigide, trop optimisé, peut nous transformer en ça. On se sent super occupé, on coche des cases, mais en réalité, rien n'avance vraiment. On s'anesthésie dans un petit bien-être, sans aucune véritable saveur. Il y a un penseur, Ivan Illich, qui a brillamment décortiqué ce piège. Il montre comment nos propres outils, qui nous promettent au départ plus de liberté, finissent par nous la voler. L'exemple de la voiture est parfait. Elle devait nous rendre libres, mais elle a fini par créer des bouchons, des villes étalées et nous force à travailler des heures juste pour la payer. Au final, le résultat est complètement paradoxal. C'est l'outil qui est devenu notre maître. Alors, comment on peut juger nos outils? Et ça inclut notre propre système personnel. Illich nous donne un critère génial, la convivialité. En gros, un outil est convivial tant qu'il reste à notre échelle, qu'il augmente nos possibilités sans nous imposer son propre rythme. C'est le test parfait pour savoir si notre système est encore à notre service ou si c'est nous qui sommes devenus ses esclaves. Bon, on a parlé de la structure, du système. Mais tout ça, ça ne sert à rien sans une chose essentielle, la capacité à diriger son propre esprit. C'est la pratique intérieure qui fait que tout le reste fonctionne. Voilà la question qu'il faut se poser, et souvent. Est-ce que mes routines, mes applis, mes petites règles personnelles me rendent plus libre, plus créatif? Ou est-ce que je passe mon temps à les entretenir? Est-ce que j'organise ma vie ou est-ce que finalement je passe mon temps à organiser l'organisation elle-même?
Et pour répondre à cette question, voici une petite checklist super pratique inspirée d'Illich. Si votre système est devenu tellement complexe que vous ne pouvez pas l'expliquer en 2 minutes, s'il est si rigide que le moindre changement fait tout s'écrouler, ou si le simple fait de le mettre en pause pendant 1 semaine vous angoisse, alors c'est un signe. C'est qu'il a pris trop de place. Ce n'est plus un outil convivial. La plus grande bataille, aujourd'hui, elle se joue vraiment là, entre le flux et l'attention. Le flux, vous voyez ce que c'est? C'est le défilement infini des réseaux, des news. C'est un truc qui choisit à notre place, c'est une fuite. Et de l'autre côté, il y a l'attention, comme le décrivait Simone Veil. C'est l'acte de choisir, délibérément, de rester avec une seule chose, une seule personne. C'est un acte de présence au monde. Alors comment on fait la différence concrètement? Voici 2 questions toutes simples à se poser. La première, qui est aux commandes en ce moment? Moi ou un algorithme? Et la deuxième, est-ce que ce que je suis en train de faire a une fin naturelle? Si c'est nous qui choisissons et qu'il y a un point final, alors on est dans l'attention. C'est un moyen simple de reprendre la main. Un système, ce n'est pas quelque chose qu'on bâtit une fois et puis c'est fini. Non, c'est une pratique vivante. C'est un ajustement de tous les instants face à un monde qui, lui, ne s'arrête jamais de bouger. On connaît tous cette vision un peu pessimiste, non? Quand on veut quelque chose, on souffre de ne pas l'avoir. Et une fois qu'on l'a, hop, l'ennui s'installe. C'est une vision de la vie comme une sorte de condamnation à osciller entre ces 2 états. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Spinoza nous offre une perspective bien plus optimiste et surtout plus utile. Pour lui, l'ennui, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. C'est une alerte qui nous dit que notre puissance d'agir est au plus bas. Et ce signal, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille notre désir naturel de bouger, de trouver une nouvelle direction. Vu comme ça, l'ennui devient un allié, un véritable moteur. Et cette idée, elle nous amène à une distinction super importante. On confond souvent passer le temps et donner du temps. Passer le temps, c'est le laisser filer, passivement. Alors que donner du temps, c'est offrir activement, délibérément, un bloc de sa journée à quelque chose qui compte vraiment, que ce soit productif ou pas d'ailleurs. C'est cet acte de donner qui nourrit vraiment notre système. Le but, au final, ce n'est pas de construire une prison dorée, parfaitement planifiée qui s'écroule à la moindre bourrasque. Un bon système, il doit offrir des règles internes stables, mais tout en restant assez souple pour encaisser le chaos qui vient de l'extérieur. Il doit laisser de la place à l'imprévu, au repos et même à la maladie. Plutôt que de juger notre système sur sa productivité et sur ce qu'il produit, on pourrait le juger sur ce qu'il nous apprend. Et cette simple question, posée chaque jour, peut devenir une excellente boussole. La réponse peut être un tout petit truc, mais elle réaligne notre système, non pas sur l'efficacité à tout prix, mais sur l'apprentissage et la lucidité. Et voilà, tout est là, on ne peut pas contrôler le monde, le bruit, le chaos. Le monde est une mer agitée et il le restera. Mais on peut décider de nos propres règles, on peut ajuster notre propre navire pour naviguer sur cette mer. Un système personnel, ça n'explique pas le monde, mais ça nous donne un équipement pour y vivre. Et c'est déjà énorme. C'est ce qui rend nos journées soutenables.